Bien, merci. D'abord, je dis merci aux organisateurs de nous avoir rassemblés. Et je crois que ceux qui m'ont précédé ont dit l'essentiel. Nous sommes les seuls peuples sur la terre au monde à n'avoir pas tiré les leçons de toutes les cruautés dont nous avons été victimes. 5 siècles au minimum d'esclavage, de la colonisation, etc. La leçon, bon, vous êtes ici, donc je peux le dire avec aisance, quand vous disiez le code noir, article 44, que l'homme noir rendu esclave est une chose. Lorsque je suis propriétaire de cette chose, ça veut dire je peux donner cette chose à qui je veux, je peux vendre la chose, mais mieux, je peux déchirer, c'est-à-dire je peux disposer de la chose comme je veux. Exemple, mon ami est venu me voir, je vais lui faire plaisir, eh bien, le poulet qui m'appartient, le mouton qui m'appartient, j'ai dit tue-le. Ce sont des choses évidentes, ça. Nous avons été témoins de ce qu'on appelle l'apartheid sur le continent noir. Je voudrais dire tout simplement à travers tout ça que les peuples qui nous mettent dans l'esclavage, appelons-le, quand je dis ça, c'est de quelle couleur? Voilà. Est-ce que je fais du racisme? Donc, ceux qui sont nos ennemis objectifs depuis des siècles, ce sont les peuples blancs, qui eux-mêmes appliquaient l'esclavage entre eux avant de nous rencontrer. Et depuis, il y a eu ce que vous savez dans l'antisémitisme, etc. Et c'est avec Lionel Jospin qu'ils ont soldé ce contentieux entre eux. C'est-à-dire, tous ceux qui ont été victimes de l'antisémitisme ici en France, une loi a été décrétée. Et ceux-là, ils sont indemnisés à vie. L'Allemagne a prononcé son discours en Israël pour dire qu'ils ont eu des dettes illimitées envers l'Israël. Ça, c'est entre peuples blancs. Ils ont compris que le monde sur cette terre est toujours conflictuel. Nous sommes les seuls au monde à n'avoir pas encore compris ça. C'est pourquoi nous sommes en train de traîner dans le néo-esclavagisme. Donc, je voudrais simplement dire que, en ce qui nous concerne, nous qui parlons, hélas, la langue française, parce que c'est la langue du colonisateur, eh bien, on a évoqué, nous sommes victimes de ce que moi j'appelle la politique du troisième homme. Ça veut dire quoi? Le premier homme, en ce qui nous concerne, c'est la France. Deuxième homme, ce sont les millions d'Africains. Mais troisième homme, enfin, des millions d'Africains que la France et les autres puissances cherchent à mettre en esclavage moderne. Mais pour y parvenir, il faut que l'envahisseur passe par un troisième homme qui va appuyer sur la gâchette. C'est une petite poignée d'Africains. C'est l'Africain qui appuie sur la gâchette. Et ceci dans tous les domaines, y compris les domaines intellectuels. Je dis bien dans tous les domaines. Les coups d'État, par-ci, par-là, on verra que c'est un noir qui appuie sur la gâchette. Le génocide de Rwanda, organisé depuis l'Élysée. Et je parle, et nous sommes en France, et je suis prêt à répondre des actes que je pose. Donc, je disais que c'est un niveau de conscience. C'est sur ça que nous devons travailler. Parce que les gens ne sont pas prêts à nous lâcher. Et Odile venait de dire, eh bien, l'Afrique reste toujours la part du reste du monde. Tant que nous n'avons pas pris conscience de ça, hélas, 1000 fois hélas, nous serons encore les derniers. Donc, la présence militaire. Donc, la politique du troisième homme, il y a plusieurs manifestations. Exemple, la présence militaire française, dont vous avez parlé, dont je ne rentre pas dedans. Ensuite, le franc CFA, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest,
qui est le support du nazisme monétaire, sur lequel je vais m'appuyer tout de suite, mais je survole. Ensuite, il y a une politique de ce que j'appelle le refus d'industrialisation ou le refus de transformation des matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en Afrique. Parce que si on le faisait, les Africains allaient s'enrichir de ce qu'on appelle en termes techniques les valeurs ajoutées. Donc on allait sortir carrément de la pauvreté. Et les Africains seraient, je dirais même en tête du progrès universel, comme ils l'ont été avant même qu'on ne se rencontre. Je vous renvoie aux travaux de Cheikh Anta Diop, mais ce n'est pas lui seulement. Parce que la politique du troisième homme, dans notre démonstration, nous l'appliquons aussi sur le plan intellectuel, en citant les Blancs eux-mêmes, qui reconnaissent le passé brillant de l'Afrique, mais malheureusement qui n'est pas enseigné. C'est pourquoi nous sommes en quelque sorte dans le désert de l'histoire. Donc ça fait partie de notre combat. Ensuite, lorsque nous constatons, que ce soit vous, que ce soit moi, on vous pose la question individuelle, qu'est-ce que nous faisons ici, dans ce pays froid-là, où nous ne vivons pas? Eh bien, nous avons tous un dénominateur commun. Il y a un terme technique, on est venu se chercher. C'est-à-dire, objectivement, nous sommes venus chercher l'argent. Dans l'espoir de retourner tête haute au pays natal. C'est ça, la question essentielle. Pourquoi nous sommes obligés de nous extravertir, d'aller gaspiller l'essentiel de notre vie à l'extérieur, comme dans un pays comme en France, ou ailleurs, où matin, midi, soir, à des degrés divers, nous sommes rejetés. Alors que vous savez qu'en Afrique, il y a tout. Donc, le problème, il y a une opposition systématique, par des moyens divers, à l'émergence d'une classe d'hommes et de femmes d'affaires africains capables de porter l'économie africaine. C'est-à-dire que, par des politiques que vous connaissez, eh bien, il y a une justification, une légitimation de l'arrivée de ceux qui nous ont colonisés et qui aujourd'hui nous colonisent sur le plan économique, sur le plan social et tout le reste, mais qui prennent toutes nos richesses, parce que nous sommes dans une situation de pauvreté absolue. Et ça, lorsqu'il y a eu les indépendances, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les accords de Yaoundé de 1963, qui ont été renouvelés, ce qu'on appelle Yaoundé 1, en 1969, qu'on appelle Yaoundé 2, qui par la suite sont devenus les accords de Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4, les accords de Cotonou et tout récemment ce qu'on appelle les APE, c'est-à-dire accords de partenariat économique. Tous ces accords ont eu une base commune, c'est-à-dire extravertir les économies africaines, c'est-à-dire refuser la transformation des matières premières agricoles en Afrique et approvisionner en matières premières tous ces pays, dont la France. En ce moment-là, dans ce système-là, il est difficile, il est pratiquement même impossible de s'en sortir, tant que ces accords demeurent. Ensuite, il y a le problème de l'émiettement de l'Afrique, ce qu'on appelle communément la balkanisation de l'Afrique. En un mot, ce que j'appelle, enfin, qui est parti de Berlin, de 1885. Or, il y a quelqu'un qui l'a dit, il dit il faut arrêter de théoriser, il faut être dans le concret. Dans le concret, nous assistons à une régionalisation, je dirais même à une continentalisation des économies. Exemple, nous voyons à partir d'ici l'Union européenne, qui regroupe aujourd'hui 27 pays européens. Ce sont nos partenaires directs. Vous allez sur le continent américain, on parle de l'ALENA, accord de libre-échange Nord-Amérique, qui regroupe les États-Unis, le Mexique et puis le Canada. Quand vous allez au sud, vous avez ce qu'on appelle le Mercosur, tout ça. Mais entre le Mercosur et l'ALENA, c'est un petit pas et tout le continent américain sera réuni. Lorsque vous allez en Asie, on parle de l'ASEAN, où je crois la Chine vient même de rentrer. Il n'y a que nous, et nous seuls, pris individuellement, c'est nous qui nous battons dans les poussières d'État.
dans les micro-États. Qu'est-ce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, qu'est-ce que chacun de nous pris isolement peut faire face à l'Union européenne, face aux États-Unis, pour ne pas dire l'ALIENA, face à l'ASEAN? Ça, ce sont là nos problèmes réels. On ne peut pas les nier. Ensuite, quand il y a la pauvreté, ça c'est commun à tous les êtres humains. On va supposer qu'ici, ça fait 2 jours qu'on n'a pas mangé. On va dire que nous sommes une centaine et on nous envoie 2 pains. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons nous battre. Donc, partout où il y a la pauvreté, la misère, dans le temps comme dans l'espace, qu'ils soient blancs ou noirs, les êtres humains se battent, s'entre-déchirent, s'entre-tuent. Donc, les gens profitent de cette pauvreté structurelle qui est chez nous pour organiser scientifiquement des guerres qui aboutissent même sur ce qu'on appelle les génocides. Que ce soit le génocide du Rwanda tout récemment, en 1994, mais avant ça, il y a eu le Biafra, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez que tous ces problèmes-là, nous pouvons comprendre. Et ça, vous et moi, nous sommes témoins oculaires. Il s'agit d'extravertir, de façon méthodique, les cerveaux, les bras des Africains. Je ne vous fais pas un dessin. Il y a des cerveaux brillants ici dans cette classe, dans cette salle, un peu partout. Mais nos enfants que nous avons fait ici, qui ont eu leur bac à 17 ans ou 18 ans, quand vous prenez 17 plus 5, ça veut dire à 22 ans, le jeune Africain a fini, un ingénieur, etc. Mais où est-ce qu'ils restent? Ils ne vont pas en Afrique. Ils restent ici. Et vous le savez, je ne vous fais pas un dessin, ils sont sous-payés. Lesquels enfants, lesquels cerveaux seraient utiles à l'Afrique? Mais c'est un piège sans fin. Donc c'est à nous de prendre conscience de ça. Et enfin, avant de m'attaquer au véritable problème sur lequel vous m'attendez, il faut savoir que d'ici l'an 2050, pour ne pas dire dans 40 ans, l'Afrique aura 2 milliards de personnes à nourrir. Dans ce système-là, eh bien, nous allons assister à des hécatombes. Dans ce système-là. Ça veut dire qu'il faut une urgence de prise de conscience pour repenser l'Afrique. Donc, les solutions qui se dégagent, il y a ce que j'appelle la débernisation. Sortir de ce contrat de Berlin, où on nous a émiettés, où chacun se bat dans un micro-État. C'est à nous de prendre conscience de ça pour dire que le Zaïre, la Côte d'Ivoire, n'importe quel pays, pris isolement, ne peut rien faire contre ces grands blocs socio-économiques qui se forment à l'échelle planétaire. Deuxièmement, comment y parvenir? Eh bien, que ce soit vous, que ce soit moi, compte tenu de toutes les brimades, de toutes sortes que nous connaissons, et si nous sommes ici, malgré nous, ça veut dire qu'il y a un élément objectif qui nous attire vers l'Europe, comme les États-Unis. C'est manger, dormir. En un mot, satisfaire les besoins primaires. Or, ça, nous pouvons le trouver en Afrique. Mais encore faudrait-il que les Africains appliquent la solution. Quelle est cette solution? On l'a dit, mais il faut le répéter, c'est la transformation des matières premières. Mais pour que ça puisse se faire, il faut utiliser la loi des lois, qu'on appelle la Constitution, qui existe dans tous les pays du monde, donc dans les pays africains. Donc il faut constitutionnaliser la transformation des matières premières. Ça veut dire quoi? Que ce soit le Congo-Brazzaville, Congo-Zaïre, la Côte d'Ivoire, le Burkina, etc., si on dit la loi article 1, peu importe, mais en tout cas dans la loi des lois, il faut transformer les matières premières dans le pays. Donc, n'importe quel investisseur, qu'il soit national, qu'il soit étranger, exemple, il s'intéresse à l'uranium du Niger, qui est actuellement le dernier au monde, alors qu'il est 3e exportateur. Ce n'est pas pour être des femmes de ménage, mais on viendra en tant que touristes qui vont dormir dans les hôtels au minimum de 3 étoiles. C'est ça la solution. Donc, ça, il y a donc, la transformation des matières premières, ce que j'appelle la constitutionnalisation des matières premières. Deuxième solution, il faut créer la monnaie unique africaine.
qu'en abrégé j'appelle la MUA, monnaie unique africaine. Je rappelle, et ceux qui s'intéressent à l'histoire, au passé glorieux de l'Afrique sont là, et ce sont les Africains qui ont été les premiers à créer la monnaie sur la terre. Donc, créer une monnaie unique africaine, ce n'est pas de la mer à boire. On peut y parvenir. Donc, si nous faisons ça, eh bien, ça pourrait nous permettre de braver l'adversité. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez votre monnaie, elle dort dans une maison qu'on appelle la banque centrale. La banque centrale, c'est la mère de toutes les banques commerciales où le citoyen lambda, vous et moi, nous avons notre compte. Donc, c'est la banque centrale qui est toujours et toujours dans tous les pays du monde un établissement public. C'est cette banque centrale, à travers elle, que l'État souverain donne des instructions. Exemple, je suis la banque centrale, voilà les banques commerciales. À travers moi, l'État dit il faut favoriser l'habitat. Il faut donc diminuer le taux d'intérêt de la banque centrale qu'on appelle le taux directeur. Exemple, 2%. Donc, quand la banque commerciale vient emprunter l'argent chez moi, eh bien, moi, je vais lui facturer à 2%. Mais comme par définition, elle fait du commerce, elle va prêter, elle demande 100 millions, elle va prêter ces 100 millions à un agent économique que vous êtes. Eh bien, comme elle fait du commerce, elle va, par exemple, ajouter 5 points, ou même 10 points, j'exagère, c'est pas grave. 2 points, plus 10 points, ça fait 12 points qu'elle va facturer aux commerçants, pour ne pas dire à l'agent économique. Et elle gagne les 10%. À partir du moment où l'agent économique a eu des crédits, que ce soit vous ici assis, ou n'importe qui, eh bien vous allez entreprendre. Ça veut dire quoi objectivement? Lorsqu'on ne veut pas qu'un pays se prenne en charge, moi je suis la banque centrale. Si je ne veux pas que le peuple entreprenne, qu'est-ce qui va se passer? L'État me donne des instructions. On dit celui-là qui veut investir dans tel secteur, ne lui donne pas de crédit. Ça c'est un fait. Mais pire, on dit bon, au lieu de lui prêter à 10%, il faut lui prêter à 20%, 25%. En un mot, on rend le crédit trop cher. Du coup, quelle est la conséquence? Le génie inventif, le génie créatif qui dort en chacun de vous, va toujours rester intact. C'est ça. Si vous voulez bien comprendre, vous fermez les yeux, vous les ouvrez. Puisque vous aimez bien la Banque mondiale, ou bien je ne sais pas, on dit la Banque mondiale, où est votre projet? On dit voilà, mon projet c'est 100 000 euros. Eh bien on dit, bon, compte tenu du fait que votre projet est intéressant, la Banque mondiale vous donne 200 000 euros. Allez réaliser votre plan, votre projet en Afrique. Est-ce que vous allez rester ici? Vous allez rester ici? On vous a donné l'argent, on dit d'aller réaliser votre projet. Vous allez rester ici dans ce coin-là? Non. Donc, vous voyez bien que comme vous ne pensez même pas un seul instant que vous pouvez accéder à ces crédits, un moment, on projette, on pense à un projet une fois, 2 fois, si vous êtes courageux 3 fois, mais après, vous vous interdisez de rêver. Vous vous interdisez de penser. Et c'est dans cette situation que nous sommes. En ce qui concerne le cas particulier de la zone franc, parce que c'est là que vous m'attendez, eh bien, il y a 15 pays d'Afrique. Parce que si on faisait la monnaie unique africaine, eh bien, on pourrait liquider ce problème des 15 pays d'Afrique dont je vais parler. Il y a 15 pays d'Afrique qui sont victimes du nazisme monétaire. Ce n'est pas de la métaphore. Ce sont des faits vécus ici en France. Le franc CFA veut dire le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est une invention de la France, conformément à l'article 3 du décret 45-01-36, créé donc par le général de Gaulle, juste après la guerre. Seulement le général de Gaulle, qui est le père du franc CFA, a été inspiré par les nazis allemands, qui appliquaient le nazisme monétaire, non seulement à la France, mais à tous les pays conquis. Donc, pour ne pas rester passéiste, nous allons rapidement expliquer comment fonctionne la zone franc CFA, maintenant là où je vous parle. Eh bien, vous devez retenir qu'il y a ce qu'on appelle les institutions d'une part
et de l'autre côté, les 4 principes, qui bloquent de façon structurelle les 15 pays d'Afrique. Au niveau des institutions, nous avons ce qu'on appelle la conférence des chefs d'État, le Conseil des ministres, les comités nationaux de crédit et les 3 banques centrales. Au niveau de la conférence des chefs d'État, c'est l'organe suprême qui décide qui entre et qui sort de la zone franc CFA. Il y a d'autres pouvoirs, mais je rappelle ça rapidement. Je vous dis ce qui existe maintenant sur papier. Deuxièmement, il y a le Conseil des ministres qui est censé détenir la politique monétaire et surtout qui a le pouvoir de dévaluer ou de réévaluer le franc CFA. Troisièmement, il y a les comités nationaux de crédit qui sont là où il y a bien sûr le ministre de l'économie et des finances de chaque pays qui, une fois on a décidé d'injecter, admettons, 100 milliards dans l'économie, est là pour exécuter. Et surtout, l'élément sur lequel je vais m'attarder pour que tout le monde comprenne, ce sont les 3 banques centrales, qu'on appelle les institutions d'émission monétaire. Quelles sont ces 3 banques centrales? Il y a la BCEAO, qui regroupe 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, la BEAC, c'est-à-dire la Banque des États de l'Afrique centrale, et la République fédérale islamique des Comores. 8 plus 6 de la BEAC, plus 1, ça fait 15. Au niveau de la BEAC, au niveau des 3 banques centrales, il faut dire que la Banque centrale, comme n'importe quelle entreprise, enfin, disons, la Banque centrale est une grande entreprise. Et comme toute grande entreprise, elle a un conseil d'administration qui gère la Banque centrale. Mais la particularité, c'est que dans les 3 banques centrales, autrement dit, dans le conseil d'administration des 3 banques centrales, il y a des Français. Donnons donc la composition. Le conseil d'administration des Comores, il y a 8 administrateurs, dont 4 Français. Au niveau de la BEAC, il y a 13 administrateurs, dont 3 Français. Et au niveau de la BCEAO, il y a 16 administrateurs africains et 2 Français. Ça fait 18. Je vous parle de la composition maintenant là. Bien. Qu'est-ce qui est la particularité? La particularité, c'est que ces Français qui sont présents dans ces 3 banques centrales ont le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir de veto. Ils ont le droit de veto. Exemple, il est dit que le conseil d'administration, pour se réunir valablement au niveau des Comores, il faut au moins 5 administrateurs. Non, 6 administrateurs, ne serait que pour se réunir. Or, je vous ai dit, il y a 4 Comoriens et 4 Français. Donc, si l'ordre du jour ne les intéresse pas, ils font la politique de la chaise vide. Maintenant, même s'ils sont présents, on dit qu'il faut que les décisions, pour qu'elles soient valables, il faut qu'elles soient prises au minimum par 5 administrateurs. Donc, on peut débattre, mais au moment où on va délibérer, si les Français ne sont pas d'accord, ils votent contre et le pays est bloqué. Au niveau de, comme on appelle, de la BCEAO, tout comme au niveau de la BEAC, il est dit que la politique de développement, des crédits, etc., c'est toujours à l'unanimité. Donc, si on veut injecter une quantité de monnaie, exemple, on veut injecter à la BEAC, le conseil d'administration veut décider, admettons, pour injecter 1000 milliards, bien, il faut que les 3 Français soient d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, le pays est bloqué. Même chose pour la BCEAO. C'est ça qui est le fondement. Donc, le niveau de développement socio-économique imposé que nous constatons dans les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest comme de l'Afrique centrale, c'est un niveau socio-économique imposé par la France. Ça, il faut qu'on le sache. Ceux qui vont lire le livre le verront. Autre chose, mais je disais que ça a été hérité du nazisme monétaire. Parce que quand les pays européens, et plus particulièrement la France, quand la France a été envahie par l'Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? L'Allemagne a installé à la Banque de France et dans tous
dans tous les secteurs où il y a de l'argent, la douane, etc., ils ont installé les nazis allemands. Quand les nazis allemands sont partis, c'est exactement ce que la France nous a appliqué. Depuis 1945 jusqu'à ce jour. Mais comme si ces éléments ne suffisaient pas, c'est-à-dire, vous voyez bien la tête qu'on appelle le conseil d'administration, donc bloqué par la France, dominé par, chapeauté par la France. Ce qui permet à la France d'être omniprésente dans la colonne vertébrale des économies africaines. Vous prenez, surtout les jeunes filles, je vous conseille, vous prenez un clochard là. Il est clochard. Lavez-le bien et vous allez en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Il a le sac vide et vous partez. Dès qu'il arrive à l'ambassade, dès qu'il arrive dans le pays donné, il va à l'ambassade, il s'inscrit. Il dit, bon, je suis venu à l'aventure. Et on lui dit à l'oreille, il est impératif de ne pas salir le nom des Français ici. Il est impératif de ne pas rabaisser l'honneur et la dignité de la race blanche élue à laquelle tu appartiens. Voilà, le pays est vierge. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Il dit, bon, moi, je peux faire la menuiserie. On dit, bon, va faire donc bilan. Tu as besoin de combien? Une fois, il a dit, j'ai besoin à demi-temps de 200 millions. Des instructions sont données à la banque. Pour des raisons que vous savez maintenant. Parce que l'argent leur appartient. Il faut qu'on le sache. Et on va lui donner les crédits. Et lui, il va construire son entreprise. À partir du moment où il est chef de son entreprise, il va embaucher qui il veut. C'est une loi qui est universelle. Si vous êtes propriétaire de votre entreprise, vous embauchez qui vous voulez. On est bien d'accord. Ce que je dis est valable, non seulement en Afrique, mais allez aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, etc. Au moment où je vous parle, en Martinique, en Guadeloupe, il y a 60% du chômage. Bref, on reviendra dessus comme vous le voulez. Donc, vous voyez bien que il y a la dette. Maintenant, il y a les 4 principes. Quels sont ces 4 principes? Il y a ce qu'on appelle le principe de la libre convertibilité des francs CFA hier en francs français et aujourd'hui en euros. Deuxième principe, le principe de la centralisation des champs qu'on appelle les comptes d'opération. Troisième principe, le principe de la fixité des parités entre l'euro et le franc CFA. Et enfin, le 4e principe, le principe de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc CFA vers la France et le reste de l'Europe. Chaque principe peut faire l'objet d'une thèse d'État quand on décortique. Donc, comme nous sommes limités dans le temps, je vais simplement rappeler brièvement 2 ou 3 inconvénients majeurs que tout le monde peut comprendre. Le principe de la libre convertibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que hier, si je prenais 100 francs CFA et j'obtenais 1 franc français, c'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, je prends 655,957 francs CFA et on me donne 1 euro. Voilà ce que ça veut dire, libre convertibilité, ça veut dire la convertibilité. Vous allez dire, mais c'est une bonne chose ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce qui est derrière, n'oublions pas que ça a été inventé à l'époque coloniale, par les colons et pour les colons. Donc ce n'était pas pour nous favoriser. Je vais vous donner un exemple simple. Ça veut dire ceci. Lorsque les pays, apprenant un pays comme la Côte d'Ivoire, vend pour 1000 milliards de yens aux Japonais, eh bien, comme la Côte d'Ivoire ne peut pas utiliser ces yens, elle les court et elle donne à la France. Et la France, au vu de ça, va appuyer sur sa machine, qui est à Chamalières, ici en France, près de Clermont-Ferrand, et puis fabrique une fausse monnaie qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique, et lui donne. Si vous voulez bien me comprendre, on va dire, voilà un pays comme le Cameroun. La monnaie utilisée par le Cameroun a été imposée par le Nigeria. Quand le Cameroun vend pour 1000 milliards de yens, ou bien 1000 milliards de dollars, le Cameroun ne peut pas utiliser ça, court et donne les 1000 milliards de dollars au Nigeria. Et le Nigeria va fabriquer une monnaie que le Cameroun utilise. Est-ce que je me fais comprendre?
Ça veut dire que les 15 pays d'Afrique, hier comme aujourd'hui encore, travaillent gratuitement pour enrichir la France. C'est ce que ça veut dire. Et comme il y a des économistes certainement parmi vous ici, un des inconvénients majeurs, lorsque ce principe de libre convertibilité est un moyen puissant pour empêcher les Africains de faire de la création monétaire. C'est-à-dire, je suis le banquier. Le banquier crée de la monnaie. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Voici, je suis le banquier. Paul, il vient me confier à 200 millions. Voilà Pierre qui vient. Il vient me voir, le banquier. Il veut que je lui prête les 200 millions. Si je prends les 200 millions de Paul pour donner à Pierre, je n'ai pas fait de la création monétaire. Comme Pierre et Paul ne se connaissent pas, ils sont passés par moi, le banquier, et il y a donc, je suis simplement ce qu'on appelle un intermédiaire financier. La banque fait de l'intermédiation financière. Ce n'est pas ça le problème. Le véritable rôle d'un banquier, c'est de faire de la création monétaire en faisant des crédits. Or, pour faire crédit, il y a justement le processus de création monétaire, c'est-à-dire, je suis le banquier, Pierre vient me voir, je n'ai rien dans ma banque, et il dit, je veux 200 millions. Dans ma caisse, je n'ai rien. Je dis, d'accord. Ces 200 millions, je vais te les donner à un taux admettons de 12%. Et moi, je cours, je m'envoie à la banque centrale. Moi, le banquier commercial, parce que je fais du commerce, je m'envoie à la banque commerciale. Tu vas me prêter cet argent, admettons, à 2%. 2% que je vais payer à la banque centrale, plus 10%, comment on appelle, enfin, je vais facturer à Pierre 12%, parce que 12 moins 2, moi je gagne 10%. Est-ce qu'on se fait comprendre? Bien, ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, et c'est là, il faut bien faire attention, lorsque Pierre a vendu, admettons, pour 100 millions, des dollars aux Américains. Dans le pays, on n'utilise pas les dollars. Donc, il vient, il me donne à moi le banquier commercial. Au vu et au su de ça, je vais convertir en monnaie locale. Et je vais lui donner l'équivalent. Nous sommes en France, là. Vous voulez que je reprenne? Je reprends. Je suis la banque. Voilà mon client. Il est venu avec 100 millions de dollars. Nous sommes en euros, ici. Il a besoin des zéros, on est d'accord? Donc, je prends les 100 millions de dollars et en contrepartie, je lui donne des zéros. J'ai fait la conversion là. On dit qu'il a fait de la création monétaire. Grâce, c'est-à-dire au vu et au su des devises. On appelle devise la monnaie des autres. C'est-à-dire, si je suis en France, où j'utilise l'euro, toutes les monnaies du monde qui ne sont pas l'euro constituent les devises. Si je suis en Côte d'Ivoire, si on utilise, ou bien au Ghana, parce que je suis au Ghana, on utilise le yen, non, le cedi. Toutes les monnaies du monde s'appellent les devises. Donc, le banquier crée de la monnaie en convertissant les devises en monnaie locale. Dans notre cas précis, dans le cas précis des 15 pays d'Afrique, tous ceux qui vont avoir comme devise, ils donnent ça à qui? À la France. Est-ce qu'ils peuvent maintenant créer de la monnaie? Non. Technique élaborée à l'époque coloniale, avec pour conséquence bien pensée qu'il faut empêcher ces Africains-là de mettre en mouvement leur génie inventif, leur génie créatif qui leur avait permis de dominer le monde entier pendant 100 siècles consécutifs. Beaucoup d'Africains ne le savent pas. Je parle sous le contrôle des égyptologues qui sont ici. C'est bien 100 siècles consécutifs. Et ils le savent. Quand les Nicolas Sarkozy disent « oui, l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, etc. » nous on rigole. Pourquoi? Parce qu'il s'expose, il expose son ignorance au monde entier. Si l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, qui est rentré dans l'histoire? Puisqu'on dit que l'homme est né en Afrique noire. Bon, bref, ça c'est notre débat. Donc vous voyez bien que le principe de la libre convertibilité, voilà un des inconvénients. Deux inconvénients. Troisième inconvénient, et c'est là que je vais m'arrêter, pour ce principe-là, quand vous avez les CFA en provenance, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, vous avez les CFA. Je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai dit, oh, je m'en vais au Cameroun voir mes amis.
Eh bien, quand je m'avais sur le marché, je sors l'argent des CFA. On dit, oh non, 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 ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas convertible. Le Camerounais, le Gabonais, il va en Côte d'Ivoire, il va au Burkina, il sort les CFA, ce n'est pas convertible, il ne peut rien faire. Il faut qu'il passe par la banque pour avoir la convertibilité. Or, qui est derrière la banque? C'est la France. Ça veut dire que de façon stratégique, il s'agit de cloisonner commercialement, économiquement, ces deux zones dites monétaires. Alors que sur le plan scientifique, ce ne sont pas des zones monétaires. C'est ce que ça veut dire. Au point que les échanges entre les deux zones-là, c'est au maximum 5%. Les échanges commerciaux. Entre la zone franc, entre la banque de la BCAO, tous les pays de la BCAO, les 8 pays de la BCAO, et les 6 pays de la BA, leurs échanges commerciaux, c'est entre 5 et 10%. Mais tout le monde est arrivé vers la France. C'est le but de rechercher. Puisque en tout combat, il y a des stratégies. Nous n'avons pas de stratégie. Notre stratégie, c'est nous entretuer. Parce que nous ne comprenons pas le système. Donc, deuxième principe, que j'appelle le principe de la... Parce que je vois qu'il veut me dire d'arrêter. C'est le principe de la centralisation des changes. Ça veut dire quoi? Avant 1973, tout ce qu'on gagnait, on donnait à la France. C'est à partir de 1973, ils ont dit, bon, au lieu de vous donner, de rechercher. Puisque en tout combat, il y a des stratégies. Nous n'avons pas de stratégie. Notre stratégie, c'est nous entretuer. Parce que nous ne comprenons pas le système. Donc, deuxième principe, que j'appelle le principe de la... Parce que je vois qu'il veut me dire d'arrêter. C'est le principe de la centralisation des changes. Ça veut dire quoi? Avant 1973, tout ce qu'on gagnait, on donnait à la France. C'est à partir de 1973, ils ont dit, bon, au lieu de vous donner, de nous donner à nous, la France, 100%, vous nous donnez 65%. C'est-à-dire, si vous avez gagné, admettons, 100 milliards de dollars, au lieu de nous donner les 100 milliards, nous sommes très gentils, mais nous prenons 65 milliards, ici, gardés au Trésor public français, et vous gardez 35 milliards. Maintenant, comme nous sommes toujours en train de faire les travaux, eh bien, ils ont dit, bon, il faut être dans la vie malin. Maintenant où je vous parle, c'est 50%. C'est-à-dire, si nous gagnons 100 milliards, disons 1000 milliards, eh bien, on donne la moitié, c'est-à-dire 500 millions. Hein? 500 milliards, c'est ça? Voilà, 500 milliards à la France, et puis l'autre 500 milliards, c'est ce que nous en gardons. C'est ça qui se passe maintenant. Bien. Donc, vous voyez bien que ce système-là, bon, pour ceux qui sont au Comores, c'est toujours 65%. Ce système, quelle est la conséquence? Il y en a plein. Vous voyez, les capitaux importants des Africains sont stockés ici au Trésor public français, dans des comptes qu'on appelle, les comptes courants qu'on appelle les comptes d'opération. Donc, lorsque vos capitaux dorment, est-ce que vous pouvez travailler? Bon. Autre inconvénient, lorsque 65% de vos ressources sont à l'étranger, ça veut dire qu'il y a, et que vous avez un chef d'État, puisque c'est eux qui gardent. Mais lorsque vous voulez vous rebeller contre la France, on n'a qu'à simplement mettre la main sur ça et vous avez affaire à vos fonctionnaires. Donc il y a une mise au pas, non seulement des dirigeants africains d'aujourd'hui, mais ceux de demain.